tous les concepts dont on parle en philo sont des concepts finalement auxquels on est confronté depuis 2000 ans. Je pense que c'est important à une époque où le développement personnel envahit aussi bien les rayons de librairie que les sites internet, qu'à peu près l'ensemble de notre vie. Ce qui est très différent avec la philosophie, c'est qu'elle nous rend acteurs. C'est pas une méthode en 10 points, c'est pas lève-toi à telle heure, mange ceci, fais tel ou tel exercice. Bien au contraire, la philo, c'est juste une proposition. On s'en empare pas, elle nous parle ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être acteur de ce qu'on vit. Et c'est là où c'est très différent, c'est-à-dire que c'est jamais nous prendre par la main, c'est juste changer de paire de lunettes. Je suis directrice d'école et une directrice d'école en fait passe beaucoup de temps à meubler une école. Et donc je me retrouve en pleine rentrée scolaire avec la curieuse idée d'aller chez Ikea un samedi après-midi. Alors Ikea un samedi après-midi, c'est toujours un moment un peu compliqué. J'étais venue chercher un meuble pour des chaussons et puis je me retrouve à acheter un coup une mug, une plante, un plaid, enfin bref, absolument tout sauf ce qu'il y avait décrit sur ma liste. Et puis j'arrive à l'espace libre-service. Et là, je sens que je suis un peu à bloc. Je sens qu'émotionnellement, ça va pas du tout. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression de pas du tout avoir fait ce que je devais faire. Et là, je me mets à pleurer. Bon, je devais être particulièrement sensible ce jour-là, mais quand même, je me mets à pleurer. L'avantage quand on est prof de philo et qu'on pleure, c'est qu'on pense à Spinoza. Et là, je me suis dit, OK, il faut absolument un truc qui me calme. Et moi, ce qui me calme, justement, c'est le regard philosophique. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, le regard philosophique met immédiatement à distance. Et justement, Spinoza nous explique que toutes nos émotions, là en l'occurrence ma crise de larmes, les émotions c'est un indicateur, c'est un baromètre, ça sert à ça. Ça sert à nous situer, ok, où est-ce que je suis sur ce baromètre, est-ce que ça va pas, comment je me perçois. Et tout d'un coup, penser justement à Spinoza et à cette parole qu'on trouve dans l'éthique m'a permis de redescendre, de finir mes courses, de me dire que c'était pas si grave et que juste j'irai ailleurs que chez Ikea pour trouver mon meuble à chaussons. Partant de cette aventure chez Ikea, une semaine après, j'ai écrit mon premier chapitre, donc Spinoza chez Ikea, et je me suis dit, mais finalement, cette situation, on peut la décliner. C'est-à-dire qu'on peut montrer que la philosophie se pratique, ne parle pas d'autre chose qu'ici et maintenant. Et donc j'ai essayé de lister un nombre de situations qu'on a tous vécues. Toutes ces situations qui sont des situations de crise, mais c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est dans les situations de crise qui se joue quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, et donc qui est de l'ordre aussi de la pensée. C'est dans les crises de larmes ou dans les crises de rire, que tout d'un coup, notre réalité, parfois un peu morne, parfois un peu plate, où on est en pilote automatique, doit être réinterrogée. Et donc, c'est le premier geste philosophique. Ensuite, de répondre avec pas mal d'honnêteté, qu'est-ce qui, moi, m'aiderait dans cette situation-là ? Si je la vivais, quelle serait la pensée philosophique la plus pertinente, la plus appropriée, en tout cas, pour essayer d'apporter un éclairage qui non seulement me fait du bien, mais aussi me déculpabilise. Parce que je crois que c'est ça qui est intéressant dans la philo, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas fautif, qu'il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas une seule manière de faire, et que c'est toujours un peu moins grave que ce qu'on pense. Le point de jonction, c'est de dire, mais ok, je pense pour agir. C'est ça qui est fondamental, c'est que la pensée mène à une action. Je donne toujours un exemple à mes élèves que j'adore à la philo, c'est si on trouve un billet de 20 € par terre, si je suis kantien, je vais pas le prendre, parce que je vais me dire, non, j'aimerais pas qu'on me le prenne, donc je le laisse là. Si je suis lévinassien, je vais le prendre et le donner à autrui. Si je suis youmien, je vais le prendre et je vais le faire fructifier. Peu importe le chemin. Ça n'a pas d'importance, en fait, qu'on soit l'un ou l'autre, mais ce qui a une importance, c'est que ça conditionne notre modalité d'action. Donc la philo, pour moi, est le premier pas, non seulement vers l'action, mais aussi vers l'engagement. C'est pour ça qu'elle est importante et c'est pour ça que dans notre société, on en a plus que jamais besoin. Parce que très souvent, on agit immédiatement. On agit sans prendre le temps de penser. On est dans une société de l'hyper-accélération. On doit répondre vite aux textos, répondre vite aux mails, avoir cette capacité, tout va vite. Or, la philo fait une contre-proposition. C'est de dire, mais finalement, non, là, je vais pas réagir, je vais fermer mon téléphone, je vais aller faire un tour et je vais me demander profondément comment je me positionne par rapport à ça.
Comment je me positionne par rapport à cette décision, par rapport à ce qui vient d'arriver, que ce soit dans la vie familiale d'ailleurs ou dans la vie professionnelle. Donc c'est un appel à la lenteur, mais pas à la lenteur paralysante. C'est un appel à la lenteur pour juste être certain qu'une fois que je vais revenir et donner justement et être capable de dire ce que j'en pense, je serai capable de l'assumer. Donc là encore, on voit qu'il y a quelque chose de très fort dans la philosophie, c'est que non seulement je suis acteur, non seulement je prends le temps de penser ma décision, mais une fois que je l'ai prise, une fois que j'ai réussi à structurer mon propos, je vais être capable de l'assumer quoi qu'il arrive. Et si je l'assume, c'est parce que justement, il vient de mon être. J'ai eu le temps de le penser. Sinon, c'est ça qui est très dur quand on réagit, c'est qu'en fait, on se dit « Ah mais en fait, non, je voulais pas dire ça, pardon ». Donc, il y a ce côté où on rétropédale. La philo impose, structure. Encore une fois, on est dans la construction. Je donne des clés, mais je donne à travers les philosophes plus que des clés, un éclairage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y adhérer. Par exemple, il y a un chapitre dans le premier livre, Quand tu ne sais plus quoi faire, il y a un chapitre sur la rupture amoureuse, quand tu te fais larguer. Et effectivement, face à cette situation de rupture, mais quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, ça peut être intime ou professionnel, Kant propose de revenir à la raison, de faire appel à notre raison et de nous détacher de nos passions. Or, on n'est pas du tout obligé d'adhérer à ce regard-là. On peut l'avoir dans un coin de la tête, se dire effectivement, il faudrait que je sois plus raisonnable, en fait, cette personne n'était pas faite pour moi, ce job non plus, mais c'est extrêmement difficile. C'est juste une proposition. Donc, c'est en ça que c'est une clé, mais qu'on n'est absolument pas obligé de prendre. Alors que souvent, dans des méthodes un peu plus rigides, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient de l'ordre du développement personnel, il y a quelque chose de plus où on nous oblige plus à y adhérer. La philosophie, on n'est jamais obligé d'y adhérer. Ça peut juste nous faire réfléchir. Et au contraire, on peut envoyer promener Kant et dire « Mais non, finalement, je ne suis pas du tout d'accord, j'ai envie d'être passionné ». Pour autant, bien entendu, la philo est quand même une manière de concevoir, d'analyser et surtout d'apprendre à décortiquer. Il y a encore quelques années, moi, quand j'ai commencé mes études, on disait les gens qui font de la philo seront profs. Aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus dans tout un tas de domaines. Ça va des ressources humaines au marketing, un peu partout. Même dans la création d'entreprises, d'ailleurs, il y a des gens qui ont cette formation-là. Et effectivement, c'est lié sans doute, pourquoi on recherche ça aujourd'hui, sans doute parce que c'est lié à cette posture, à cette capacité en tout cas d'analyse. Et c'est là où les gens qui ont cette formation sont sans doute pertinents dans pas mal de structures, parce que c'est une habitude d'analyser, de conceptualiser, de faire un pas de côté, et du coup d'avoir un rapport au monde qui est beaucoup plus réflexif, mais qui n'est pas abstrait. C'est juste sur ce point-là, en fait, que j'émets des réserves. C'est pas une abstraction, c'est vraiment une manière d'aller décortiquer. Qu'est-ce que le réel ? Voilà, qu'est-ce que le réel ? De le décortiquer, de s'en étonner, d'être capable aussi de l'interroger et peut-être de désobéir. Donc là, j'ai pris le cas de figure du doute le plus extrême et peut-être aussi le plus cliché, mais c'était pour la saveur de l'anecdote. Quelqu'un qui, la veille, même pas la veille d'ailleurs, quelques heures avant son mariage, est pris d'un doute terrible. Est-ce que je fais le bon choix ? Et bien sûr, c'est extrapolé sur la question du mariage, mais combien de fois dans notre journée, on se demande, on est soumis à des choix, on est soumis à des décisions, et on se dit, mais est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin ou non ? Et pourquoi j'ai utilisé Descartes dans ce regard ? Parce que la plupart du temps, alors ça c'est un truc dont on se souvient de l'intégralité des cours de philo, dès que je dis Descartes à quelqu'un, la personne me répond « Ah bah oui, je doute donc je suis ». Certes, mais ce qu'il y a d'intéressant dans la pensée de Descartes, c'est qu'il nous dit effectivement le doute est important. Se laisser ce moment du doute pour interroger, pour questionner, pour essayer de faire état de notre raison, la mobiliser, réunir les différents arguments. Sauf qu'il y a une chose qu'on oublie totalement dans la pensée cartésienne, c'est qu'il dit « ok, il faut douter, mais à un moment, il faut choisir ». Donc c'est plutôt « je doute, donc je suis, donc j'agis ». Et il prend un cas de figure, une métaphore qui me semble très intéressante et j'aime beaucoup l'image. Il donne l'image d'un voyageur perdu en plein milieu de la forêt, dans une forêt profonde. Ce voyageur, évidemment, va rester un moment, il est perdu, il va essayer de regarder les chemins autour de lui,
lequel est le moins broussailleux, celui où il y a peut-être un peu moins, un peu moins glissant, un peu moins long. Mais au bout d'un moment, il va devoir choisir un chemin et surtout, il va devoir s'y tenir. Et en fait, à travers l'idée de Descartes, ce qu'on dit implicitement, c'est qu'on agit en rationalité limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir de certitude. À partir du moment où on prend une décision, effectivement, on ne sait pas si ce sera la bonne, mais il faut la prendre parce qu'il faut la prendre pour avancer. On n'aura aucune autre possibilité de sortir de la forêt si on reste planté là ou si on change de chemin à chaque fois. Donc là encore, c'est un exemple qui me semble intéressant parce que dans la vie professionnelle, on est confronté à plein de doutes également, comme dans la vie perso. Et en fait, cette idée de se dire, je ne sais pas si je fais le bon choix, mais je vais en faire un, je vais essayer de l'assumer et je vais le tenir surtout jusqu'au bout. Descartes explique finalement à travers cette pensée du doute que la bonne décision, c'est celle qu'on ressent profondément. Au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est ce qui fait la distinction entre choisir et décider. Choisir, c'est quand on établit des arguments solides et qu'on choisit en fonction. Décider, et c'est ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est les moments où on décide, c'est quand on écoute notre intuition profonde, c'est quand on écoute nos ressentis. Et donc Descartes nous fait un appel à cette confiance en nous, à se dire si là je ressens profondément quelque chose, alors c'est là où je dois aller et je dois foncer et m'engager et tenir bon. Bergson est assez intéressant parce qu'il propose une définition du travail qui me semble très pertinente et effectivement très appropriée pour penser le travail indépendant, qui est aujourd'hui si répandu. Il nous dit, mais finalement, bien sûr que le travail, c'est dur. C'est difficile, c'est éreintant, c'est laborieux, on galère, on a des déconvenus, mais pourtant, le travail est le plus bel espace de création de soi. Et donc, en réfléchissant au travail, Bergson nous explique, mais on ne fait pas seulement travailler, on n'est pas seulement dans un gagne-pain, et encore plus quand on est indépendant, on le sait, souvent si on a quitté une vie de salarié, c'est pour donner du sens, ou en tout cas se sentir un peu plus aligné avec ce qu'on est, avec nos valeurs, avec nos modes de vie. Et Bergson parle précisément de ça, c'est-à-dire de dire le travail, une fois qu'on l'a détaché de son côté purement économique, le travail est un magnifique levier pour se créer, pour se définir. Donc c'est dur, c'est éreintant, mais en même temps, on est toujours en train de nous redéfinir, de nous créer, d'un peu plus nous préciser et surtout d'exister à travers le travail. Et je trouve qu'il est plus motivant que n'importe quel coach en rappelant cette réflexion fondamentale qu'on est à travers ce qu'on fait. Et c'est complètement son propos et je trouvais ça assez approprié pour penser justement les difficultés de l'entrepreneuriat. Et donc il donne l'exemple du travailleur, il donne l'exemple de la mère de famille, il donne l'exemple du peintre, il donne l'exemple du commerçant qui va lancer justement son magasin ou en l'occurrence pour nous son entreprise. Il y a cette idée que nous sommes acteurs de notre monde et que c'est à nous de le dessiner. Et ça, c'est très fort chez Bergson dans sa pensée du travail. Le travail n'est pas qu'un travail d'exécutant. Le travail est une manière de dessiner nos habitudes de vie. Et là aussi, je trouve que dans la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui, même dans une perspective de pensée autour de l'écologie, autour de nos modes de consommation, Bergson est une parole à écouter, en tout cas un murmure à avoir dans un coin de sa tête, parce que c'est l'idée de dire, mais finalement, ce sont mes actes qui me définissent et qui vont définir non seulement ma propre vie, mon mode de vie, mais aussi tout ce qu'il y a autour de moi. Donc si je choisis de consommer de cette manière plutôt que de cette manière, eh bien je suis en train de participer à la création de mon monde. Donc il y a quelque chose de très fort. Et là, c'est un excellent exemple. Quand je disais la philosophie met l'individu au centre, c'est que Bergson ne nous dit pas « alors, voilà comment tu vas gérer tes mails » ou « voilà ce que tu vas devoir faire ». Non, Bergson rappelle juste « nous sommes acteurs ». Qu'est-ce que j'en fais ? Comment j'ai envie de me placer ? Quel rôle je vais me donner ? C'est extrêmement responsabilisant et parfois, du coup, un peu vertigineux, mais c'est aussi profondément libérateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est profondément transmettre, mais c'est surtout donner accès à cette pensée, comme la traduire. Donc, je ne sais pas du tout de dire aux gens arrêtez-vous à Marie-Robert, bien au contraire. C'est juste traduire la pensée de Kant, de Spinoza, de Nietzsche,
pour que les gens puissent s'en emparer et se rendre compte en fait que ça parle d'eux. Donc c'est vraiment une démarche, oui, de pont, de passerelle ou de traductrice pour enfin dire mais osez la philosophie, allez-y, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de s'en emparer, d'aller juste lire un petit extrait par ici, un petit extrait par là, de pas tout comprendre, d'être un peu archéologue. Voilà, c'est plus un appel à l'audace que je propose.